Que penses-tu des filles dans leurs nouvelles jupes courtes? Elles sont jolies, mais celles-ci sont épouvantables. Peu de filles ont de belles jambes. Tu aimerais que ta petite amie en porte une. C'est le cas. Tu voudrais que ta mère aussi en porte une? Oh, trop grosse. 1964 était une année plutôt mitigée. Mais le Congrès a protégé les droits civiques, la Cour suprême a défendu la liberté de la presse et aucun président américain n'a été assassiné. On avait donc l'impression que les choses allaient dans la bonne direction. Cette direction nous mènerait à 1965, qui verrait d'importantes escalades dans la guerre du Vietnam, l'Inde et le Pakistan se battre violemment pour le Cachemire et la mort de Winston Churchill. Pendant ce temps, le groupe de Lou Reed deviendrait le Velvet Underground et Lucky Debonair gagnerait le Kentucky Derby. Et le réalisateur Russ Meyer nous offrirait le Citizen Kane des films de danseuses gogo violentes. Vous voulez imprimer quelque chose, les filles? Voyons qui est la vraie Froussarde. Maintenant, nous allons vous faire découvrir les actualités, la culture, le sport, le divertissement et tout ce qui était étrange en 1965, parce que ceci est Timeline. D'accord, on espère que vous rêverez de Gianni parce que cet épisode est entièrement consacré à 1965. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History et dites-nous dans les commentaires ci-dessous quel aspect des années 60 vous intéresse le plus. Alors êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est passé l'année où le premier Subway a ouvert ses portes? Je m'occupe de toi, chérie. En 1959, le dessinateur Robert Crumb a créé une bande dessinée familiale sur son chat, Fred. Il en fera une autre en 1960, mais pour celle-là, il a changé le nom du chat en Fritz. Crumb continuerait à créer des histoires de Fritz le chat pour son propre plaisir jusqu'en janvier 1965, lorsque le personnage ferait ses débuts dans le numéro 22 du magazine Help, publié par Harvey Kurtzman, qui a également publié Mad. La première histoire, Fritz entreprenant, montre le héros ramenant une chatte chez lui et la déshabillant pour enlever ses puces. Le 2 janvier, le quarterback de l'Université de l'Alabama, Joe Namath, a stupéfié le monde du football en refusant de signer avec les Cardinals de Saint-Louis de la NFL pour rejoindre les Jets de New York de l'AFL. Joe a dit aux médias qu'il trouvait New York formidable et qu'il voulait plus que de l'argent. Cela dit, le contrat de 427 000 $ qu'il a signé était à l'époque le plus lucratif jamais signé par une recrue dans n'importe quel sport. Mo Howard, Shemp Howard et Larry Fine ont commencé à se produire en tant que les trois Stooges. En 1922, Shemp a finalement été remplacé par son frère, Jerome Curly Howard. Et entre 1934 et 1946, les Stooges ont joué dans plus de 90 courts-métrages comiques. À cause d'une AVC, Curly a été remplacé par Shemp, puis par Joe Besser et Joe Dorita. La dernière formation a réalisé une série de films pour le cinéma, le dernier étant une comédie intitulée Les hors-la-loi arrivent, sortie le 13 janvier. Dans quelques jours, on rira de tout ça, en pensant à quel point c'était idiot de s'inquiéter. En riant. Tu considères la richesse comme un crime? Pas du tout. Mais cela peut devenir un fardeau. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jusqu'au 15 février 1965, le Canada n'avait pas de drapeau officiel. Le Premier ministre Lester Pearson a formé un comité en 1964 pour résoudre ce problème. Mais son projet était controversé car beaucoup voulaient continuer à utiliser l'Union Jack. Je crois qu'aujourd'hui, un drapeau conçu autour de la feuille d'érable symbolisera et sera le véritable reflet du nouveau Canada. Le comité de Pearson a finalement proposé 3 options, dont le désormais célèbre motif de la feuille d'érable créé par l'historien de l'université Mount Allison, George Stanley, inspiré du drapeau du Collège militaire royal du Canada. N'avez-vous pas peut-être peur de ce qui pourrait vous arriver à la suite de ces révélations? Oh oui. Je suis sans doute déjà mort. Le 21 février, le leader des droits civiques, Malcolm X, s'adressait à l'organisation de l'unité afro-américaine au Ballroom Autobahn à Manhattan lorsqu'une voix a crié le mot en haine et a dit « Enlève ta main de ma poche ». J'ai vu que Malcolm avait la main levée. Il a dit de rester calme, de rester tranquille ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que les coups de feu ont éclaté et sa main est retombée brutalement. Je m'en souviens. Je me suis retourné rapidement et la chose suivante que j'ai vue, c'est Malcolm qui tombait en arrière, comme évanoui. Transporté d'urgence à l'hôpital Columbia Presbyterian, il y a été déclaré mort peu après. Cela semble être le résultat d'un conflit interne au sein du mouvement nationaliste noir.
Avant son assassinat, Malcolm X a travaillé avec l'auteur Alex Haley sur le livre qui serait publié à titre posthume sous le titre L'autobiographie de Malcolm X. Et le 18 novembre 1992, le film Malcolm X de Spike Lee, basé sur ce livre, est sorti dans les salles de cinéma. Je lui vends un retardataire. Enlève ta main de ma poche. Allez, frère. Le film a été un énorme succès, recevant des critiques élogieuses et valant à la vedette Denzel Washington une nomination aux Oscars. Voulez-vous me dire que mes enfants se sont promenés dans Salzbourg vêtus de rien d'autre que de vieux rideaux ? Eh bien, quand quelque chose me dérange et que je me sens malheureuse, j'essaie simplement de penser à des choses agréables. Quel genre de choses est-ce ? Le 7 mars, des militants des droits civiques, dont le futur membre du Congrès John Lewis, ont commencé une marche de Selma en Alabama jusqu'au Capitole de l'État à Montgomery. L'action visait à commémorer Jimmy Lee Jackson, un diacre de 26 ans, récemment abattu par un agent de la police de l'État. Ce palais de justice appartient au peuple du comté de Dallas, et voici le peuple du comté de Dallas, et ils sont venus s'inscrire. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une question nationale, ce n'est pas un problème propre à Selma. Mais à la sortie de Selma, 200 policiers d'État les ont interceptés, ordonnés de se disperser, puis lancer des gaz lacrymogènes et attaquer la foule avec des fouets et matraques. 17 manifestants, dont Lewis, seront hospitalisés lors de l'attaque. Le vaisseau spatial soviétique Voshchod 2 a décollé le 18 mars, transportant les cosmonautes Alexei Leonov et Pavel Belyaev. Une fois dans l'espace, Leonov est sorti et a flotté pendant 12 minutes, attaché par un câble, durant lesquels le vide spatial a tellement gonflé sa combinaison qu'il n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Au risque d'asphyxie et de décompression, il a libéré de l'oxygène pour dégonfler sa combinaison et cela a marché. Leonov est rentré, devenant le premier homme à marcher dans l'espace. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Les demoiselles de Bradford devraient adopter la finition Linette, pas juste la tester ou l'étudier. Maintenant, ressentez-nous. Je suis la sécurité et bonne journée. Que se passe-t-il ici ? La nouvelle finition de tissu Linette redonne un aspect neuf et éclatant au coton et au tissu miracle. Peut-être que je devrais essayer ça. Le 19 mars, le secrétaire général du Parti communiste roumain, Gheorghe Gheorghiu Dej, est décédé. Et le 22 mars, il a été remplacé par le membre du Politburo, Nicolae Ceausescu. Ceausescu a rapidement assoupli la censure de la presse, ce qui l'a rendu populaire. Mais cela ne durerait pas. Sous son gouvernement, la surveillance de masse et les violations des droits étaient courantes. Les dissidents étaient régulièrement emprisonnés et la Roumanie s'est forgé une réputation comme l'une des nations les plus répressives du bloc de l'Est. Une réputation qu'elle conservera jusqu'à la destitution de Ceausescu en 1989. En 1964, l'étudiant en design industriel John Spinello a inventé le jeu de société Opération et l'a vendu à un concepteur de jouets pour quelques dollars, avec la promesse d'un emploi après l'obtention de son diplôme. Spinello n'a jamais obtenu cet emploi, mais son jeu, qui était basé sur les jeux de boucles métalliques déjà populaires dans les foires, allait être produit par Milton Bradley et mis en vente le 27 mars 1965. Opération. C'est Opération, le jeu gluant de Milton Bradley pour les maladroits. Attention, si tu touches les bords, c'est perdu, Charlie. Depuis, le jeu s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. En janvier 1964, Ian Fleming a commencé à travailler sur un nouveau roman de James Bond intitulé L'homme au pistolet d'or. Sa santé déclinante ralentissait ses progrès, poussant sa femme à écrire à son frère « Il est douloureux de voir Ian lutter pour donner naissance à Bond ». Fleming est ensuite décédé d'une crise cardiaque le 12 août 1964. Son dernier roman de Bond serait publié le 1er avril 1965. Nous pensons que l'Astrodome aura un impact économique majeur sur la croissance et le développement futur de notre communauté. Nous ne faisons pas seulement dans le grand sport et le grand spectacle, nous sommes le plus grand spectacle d'Amérique. Le baseball professionnel était traditionnellement un sport en plein air. Mais le 9 avril, le premier match de baseball professionnel en salle a eu lieu entre les Astros et les Yankees au Astrodome de Houston. Le match d'exhibition a attiré une foule d'environ 48 000 personnes, y compris le président Johnson et sa femme. Malgré les plaintes de certains joueurs qui disaient que le toit rendait les balles hautes difficiles à voir,
tous étaient impressionnés par la structure, certains journalistes la comparant même au Taj Mahal. Le 15 novembre 1959, 4 membres de la famille Clutter de Holcomb, Kansas, ont été brutalement assassinés dans leur maison. Les meurtriers, ex-détenus Harry Smith et Richard Hickok, pensaient à tort qu'il y avait de l'argent dans la maison. Cette histoire allait servir de base au roman de Truman Capote, De sang-froid, publié en 1966, largement considéré comme le premier récit de crime réel. Smith et Hickok, cependant, ne vivraient pas assez longtemps pour le voir publié, car ils furent pendus pour ce crime le 14 avril 1965. En 1962, Warren Buffett a commencé à acheter des actions de l'entreprise textile Berkshire Hathaway. Et en 1964, il a conclu un accord oral avec le président de l'entreprise, Seabury Stanton, pour les lui revendre à $ et 50 cents chacune. Mais lorsque Warren Buffett a reçu l'offre par écrit, le prix n'était que de $, et 37,5 furieux, Warren Buffett a acheté plus d'actions et a pris le contrôle de l'entreprise le 10 mai 1965, après quoi il a licencié à la fois Seabury Stanton et son fils. Selon Keith Richards, il a composé le riff de Satisfaction dans son sommeil, et le 10 mai, les Rolling Stones sont entrés au studio Chess à Chicago pour l'enregistrer. Mécontents de leur première tentative, ils se sont rendus au studio RCA à Hollywood le 12 mai pour réessayer. Richard a joué son riff à la guitare avec une boîte de distorsion pour imiter des cuivres, pensant l'enlever ensuite. Mais le reste du groupe a adoré et l'a convaincu de le laisser tel quel. Au début de 1965, le responsable marketing assigné par Campbell, Donald Gork, a été chargé d'inventer une nouvelle variété de pâtes en conserve qui plairait à la fois aux adultes et aux enfants. Gork et son équipe ont rapidement opté pour des pâtes en forme de O et le nom de Spaghetti O's. Les premières études de marché ont montré que l'enthousiasme des enfants et de leurs parents pour le nouveau produit a poussé Campbell à passer outre le test régional et à le lancer directement à l'échelle nationale le 16 mai. Mangez des spaghettis ronds qui resteront sur votre cuillère. Déterminé à trouver un moyen de supprimer le souffle de fond persistant qui était courant dans les enregistrements audio analogiques, l'ingénieur du son, Ray Dolby, a fondé les laboratoires Dolby le 18 mai. Plus tard cette année-là, le laboratoire lança la première version du système de réduction de bruit Dolby, utilisé en premier par la société britannique Decca Records. Et le film de 1971, Orange Mécanique, serait le premier film à utiliser la technologie Dolby, qui est aujourd'hui considérée comme une norme de l'industrie. Mohamed Ali a remporté le titre des poids lourds contre Sonny Liston en 1964, mais les deux se sont de nouveau affrontés le 25 mai 1965. Et la fin serait l'une des plus controversées de l'histoire. À mi-chemin du premier round, Ali a placé un direct du droit au-dessus d'un des jabs de Liston, avec un direct du droit rapide, envoyant Liston au tapis. Cependant, les spectateurs n'ont jamais vu le coup de poing. Ali a été déclaré vainqueur, mais en raison du coup de poing fantôme, de nombreux fans ont aussitôt hué et crié à la tricherie. Jusqu'en 1965, le Connecticut interdisait l'utilisation de tout médicament, article médical ou instrument dans le but de prévenir la conception. Pour contester cette loi, le planning familial du Connecticut a créé une clinique de contraception en 1961. 2 jours plus tard, elle avait été fermée et ses administrateurs, dont Estelle Griswold, ont été arrêtés. Le 7 juin 1965, la Cour suprême a rendu une décision à 7 contre 2, estimant qu'un certain nombre de droits dans la Constitution protégeaient à la vie privée des couples mariés, y compris l'utilisation de contraceptifs. En 1964, le chimiste Norman Stingley a inventé un nouveau type de caoutchouc synthétique, mais comme il n'était pas durable, son employeur n'y a montré aucun intérêt. Alors Stingley l'a présenté à la société de jouets Wham-O, qui a trouvé comment en fabriquer une version plus résistante et s'en est servi pour fabriquer la Super Bowl. Sortie le 7 juin, elle est devenue une mode nationale. La Super Bowl rebondit en fait par-dessus une maison. Maintenant, regardez bien la Super Bowl au ralenti. C'est étrange, et elle rebondit sur la neige. Plus de 6 millions de balles vendues en 7 mois. L'une d'elles a été vendue au fondateur de la Ligue de football américain, Lamar Hunt, qui a été tellement impressionné qu'il a proposé d'appeler la finale du championnat de la NFL le Super Bowl. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Il est là... Mon rendez-vous mystère. Rendez-vous mystère. Es-tu prêt pour ton rendez-vous mystère? Ne sois pas en retard. Ouvre la porte à ton rendez-vous mystère.
C'est Rendez-vous Mystère, le nouveau jeu palpitant de Milton Bradley, plein de romance et de mystère, rien que pour toi. Ton rendez-vous mystère sera-t-il un rêve ou un raté? Oh. Ouvre la porte pour ton rendez-vous mystère. Le roman de J.D. Salinger de 1951. L'attrape-cœur a fait de lui un titan de la littérature américaine. Mais Salinger n'aimait pas être célèbre et s'est finalement retiré de la société pour vivre en reclus. En 1961, il a déclaré au magazine Time qu'il prévoyait une trilogie sur la famille Glass qui était apparue dans Franny et Zoé en 1961, mais cela ne se réalisera jamais. Sa dernière œuvre publiée s'est avérée être Hapworth 16, 1924, une histoire de la famille Glass, qui est paru dans The New Yorker le 19 juin 2021. Le 20 juillet, Bob Dylan a sorti le single Like a Rolling Stone, qui était plus influencé par le rock'n'roll que ses précédents morceaux. Le 25 juillet, il a joué la chanson au Festival Folk de Newport, apparaissant pour la première fois à la guitare électrique. Cependant, pendant la performance, une grande partie du public a hué Bob Dylan pour avoir abandonné sa musique folk politique au profit du rock'n'roll. En 1964, Lyndon Johnson a annoncé son initiative de la grande société. Et le 30 juillet 1965, il a commencé à la concrétiser en signant la loi Medicare pour fournir une assurance maladie aux Américains âgés. Johnson a invité Harry Truman, premier président, à proposer une assurance maladie nationale à la cérémonie de signature de la loi. Truman est alors devenu le premier Américain à s'inscrire à Medicare. Mais Johnson ne faisait que commencer. Il a signé la loi historique sur le droit de vote de 1965. Cette loi visait à protéger les droits de vote des minorités, en particulier des Afro-Américains dans les États du Sud. Elle est aujourd'hui largement reconnue comme l'une des lois sur les droits civiques les plus efficaces de l'histoire américaine. Le vote est l'instrument le plus puissant jamais conçu par l'homme pour briser l'injustice et détruire les lois terribles qui emprisonnent les hommes parce qu'ils sont différents des autres. La série législative de Johnson s'est poursuivie le 3 octobre lorsqu'il a signé la loi sur l'immigration et la nationalité de 1965. Son objectif était d'éliminer un système de quotas d'immigration qui favorisait les immigrants d'Europe de l'Ouest et du Nord au détriment des Européens du Sud et de l'Est, ainsi que d'autres groupes non européens. Après son adoption, les États-Unis allaient connaître une augmentation de l'immigration en provenance de régions comme l'Asie et l'Afrique. Le 11 août, Marquette Fry, un Afro-Américain, a été interpellé par la police de Los Angeles pour conduite en état d'ivresse. Leur mère, vivant à proximité, est arrivée. Une dispute puis une bagarre ont éclaté. À ce moment, plusieurs centaines de Noirs étaient rassemblés. La nouvelle de la brutalité policière s'est vite propagée dans la communauté. L'émeute de Watts dura 6 jours et nécessita l'intervention de 14 000 membres de la garde nationale. Une fois le calme revenu, 34 morts et plus d'1 million de dollars de dégâts matériels étaient à déplorer. Décoré. Salut Reine. Regardez ici en Amérique, voici les Beatles. Avec la Beatlemania proche de son apogée, les Beatles ont lancé leur 3e tournée américaine au Shea Stadium de Queens, à New York, le 15 août. L'un des concerts les plus célèbres de tous les temps, le spectacle a attiré plus de 55 000 fans et généré plus de 300 000 $, établissant de nouveaux records d'affluence et de recettes. Cependant, à cause des cris de la foule, ni les fans ni le groupe ne pouvaient entendre la musique, qui comprenait des chansons comme Twist and Shout, Can't Find Me Love et Help. En 1962, le producteur Bob Rapelson a proposé une émission basée sur ses expériences en jouant dans des groupes de rock. Cela ne s'est pas vendu, mais après le succès du film des Beatles, A Hard Day's Night, en 1964, les chaînes de télévision ont frappé à la porte. Le 8 septembre 1965, les producteurs publièrent une annonce de casting dans plusieurs revues professionnelles d'Hollywood. Des centaines d'acteurs, dont Michael Nesmith, ont répondu « Je crois être au chômage, j'espère décrocher cette série. » Peter Tork, je ferai tout. Mickey Dolenz, ce n'était pas encore filmé. David Jones, acteur primé aux Tony Awards, a été proposé comme chanteur principal par le studio. Je suis un gars bien sous tout rapport, c'est ainsi que les Monkees sont nés. Pendant ce temps, à Londres, le manager Ralph Horton a demandé au manager Kenneth Pitt de reprendre la gestion du groupe Davy Jones and the Lower Third. Pitt n'était pas intéressé, mais a dit à Horton que l'acteur Davy Jones avait été choisi pour les Monkees et que le Davy Jones de Horton devait changer de nom de scène. Il l'a brièvement changé en Tom Jones.
Mais après qu'un autre chanteur du même nom ait eu un succès avec It's Not Unusual, Davy Jones a légalement changé son nom le 16 septembre pour David Bowie. La nature, Will Robinson. Nous serons amis. Je vais faire mes preuves. Arrête-toi là où tu es. Plus qu'une machine, tu es notre ami. Double programme de la méthode New York. Je sais, mais tu ne comprends pas. Le score était de 99 à 86. Tu es le numéro 99 ? Je crois qu'on me suit. Qui est-ce ? Probablement un comité d'accueil de chaos. Il est vite devenu évident que les guérilleros Viet Cong traversèrent la frontière cambodgienne vers le sud-Vietnam. Pour empêcher cette tactique, les États-Unis ont secrètement commencé à bombarder le pays, qui s'était déclaré neutre dans la guerre le 4 octobre. Or, le président n'a pas le droit de bombarder un pays neutre. La question est de savoir si le président a le droit de réagir contre des concentrations de troupes ennemies qui ont déjà occupé un territoire neutre. Selon des archives rendues publiques, en 2000, les États-Unis ont attaqué le pays avec près de 3 millions de tonnes de bombes lors d'environ 230 000 missions. Cet épisode de Timeline vous est présenté par George Whipple, votre propre enseigne en pleine ascension. Kext, peux-tu m'aider à empêcher ces dames de presser le papier toilette Charmin ? Je le crois. Maintenant, mesdames, arrêtez de presser ce Charmin. Mais Charmin est tellement doux. C'est irrésistible. Il a une douceur profonde et irrésistible au toucher. Il sent bon aussi. S'il vous plaît, ne pressez pas le Charmin. Le 30 octobre, le mannequin anglais John Shrimpton a enflammé le monde de la mode en se présentant à l'hippodrome de Flemington pour le Victoria Derby, vêtu d'une robe droite blanche réalisée par Colin Rolfe qui s'arrêtait à 5 pouces au-dessus de ses genoux. En renonçant aux tenues féminines traditionnelles des années 1960 comme les bas, Shrimpton a choqué les spectateurs conservateurs. Malgré la réaction immédiate, son apparition allait devenir un moment clé dans la popularisation de la mini-jupe. Comme le sable qui s'écoule dans un sablier, ainsi vont les jours de nos vies. Notre petite fille est toujours fière de la pizza. C'est une expression naturelle. Je me demande ce que diraient les petites amies de Mickey si elles voyaient ça. C'était un beau bébé. Je pense que j'utiliserais ça pour le faire chanter un jour. Tu ne pourrais pas aller très loin. Il est trop bon avocat. La grande panne d'électricité du nord-est du 9 novembre a coupé le courant à New York, ainsi que dans des parties de 9 autres États du nord-est et en Ontario, au Canada. La ville de New York a mobilisé 10 000 membres de la garde nationale et 5 000 policiers hors service pour gérer le chaos. Le courant ne reviendrait que le matin. Au total, plus de 30 millions de personnes ont été touchées. La cause était une ligne de transmission déclenchée près de l'Ontario, provoquant une réaction en chaîne et la défaillance d'autres lignes surchargées. Le 9 novembre était aussi le jour des élections présidentielles aux Philippines. Le président sortant Diosdado Macapagal cherchait à être réélu, affirmant qu'il devait encore achever des réformes indispensables. Cependant, il n'en fut rien. Macapagal a perdu face au président du Sénat, Ferdinand Marcos, un populiste qui promettait à ses partisans qu'il deviendrait président depuis sa première candidature au Congrès en 1949. Après sa victoire électorale, Marcos dirigea les Philippines en dictateur pendant 20 ans, après avoir revendiqué la victoire sur Corazon Aquino. Lors de l'élection de 1986 cependant, le président Marcos, de plus en plus impopulaire, a fait face à des accusations de fraude qui se sont transformées en une véritable insurrection. Il a abandonné la présidence le 25 février 1986 et, avec son épouse, a été emmené en exil à Hawaï à bord d'un avion de l'US Air Force. Le 15 novembre, l'endroit le plus heureux du monde était le Cherry Plaza Hotel à Orlando, en Floride, où Walt Disney a tenu une conférence de presse annonçant son intention de construire quelque chose sur 27 000 acres de terrain dans les comtés d'Orange et d'Osceola. Bien sûr, ils sont tous impatients de savoir quel type d'attraction ou quelle utilisation nous allons faire de cet endroit exceptionnel. Mais à ce stade, monsieur le gouverneur, il est difficile de tout expliquer en détail. Walt était frustrant par son manque de précision sur ce qu'il construisait exactement, disant que ce serait comme Disneyland, mais aussi complètement différent. Son plan, qui se déroulerait au cours des 2 prochaines décennies, allait s'avérer être le Magic Kingdom de Disney et Epcot. Le 27 novembre, Ken Kesey et ses joyeux lurons ont organisé le premier acid test à Soquel, en Californie.
la fête était consacrée à l'utilisation de l'hallucinogène encore légal et, selon certains, comprenait une performance des Warlocks qui, une semaine plus tard, changeraient leur nom pour devenir les Grateful Dead. Les acid tests, qui seront immortalisés dans le livre de Tom Wolfe de 1968, The Electric Kool-Aid Acid Test, s'avéreront ensuite être des événements clés dans la transition contre-culturelle des beatniks vers les hippies. Dis-moi au fait, est-ce que tu sais jouer Vive le vent? Non, je veux dire Jingle Bells, tu sais, Deck the Halls et tout ce genre de choses. Non, tu ne comprends pas du tout. Je parle de Jingle Bells. Tu sais, le Père Noël, ho 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 ho, le gui et les cadeaux pour les jolies filles. Qui t'a envoyé ici, Jivago? On m'a envoyé ici, commandant. Je vais à Uriatine avec ma femme et mon enfant, qui arrivent en train de Moscou. Oui, nous avons vérifié cela. Alors? Vous placez votre couteau avec une fourchette et une cuillère, et cela paraît tout à fait anodin. Peut-être voyagez-vous avec une épouse et un enfant pour la même raison. Non. Finalement, le 7 décembre, les Viet Cong ont proposé aux États-Unis et au Sud-Vietnam une trêve de 12 heures du 24 décembre à 19 h jusqu'au 25 décembre à 7 h pour Noël. Les responsables américains, sceptiques, ont répondu en proposant une trêve de 30 heures pour couvrir le reste du jour de Noël, et la trêve est entrée en vigueur le 24 décembre, mais son succès reste subjectif. Selon les rapports, les Viet Cong ont mené plusieurs actions de faible intensité contre les forces américaines avant la fin du cessez-le-feu. Mais relativement parlant, la trêve de Noël s'est avérée être l'une des périodes les plus calmes de la guerre, et c'est ainsi que s'est terminée l'année 1965. Walt Disney construisait un royaume magique, Ken Kesey préparait une potion magique de Kool-Aid, et le monde entier apprenait à apprécier la magie des mini-jupes. Les choses semblaient s'améliorer. On se retrouve ici pour 1966. Alors, qu'en pensez-vous? Et lequel de ces éléments avez-vous trouvé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à quelques-unes de ces autres vidéos chronologiques.